C'était un été d'une lourdeur inhabituelle, comme si l'air avait décidé de garder chaque murmure, chaque soupir prisonnier. Dans la vieille maison accrochée à flanc de colline, au-dessus d'un village oublié entre Avignon et Gordes, elle était arrivée sans bruit. Une silhouette étrangère glissait dans le paysage comme une note dissonante dans une symphonie bien réglée. Elle s'appelait Élise, mais personne ne l'appelait vraiment. Elle n'avait laissé ni adresse, ni explication, seulement un accord signé et un virement bancaire suffisant pour qu'on lui remette les clés. La maison appartenait à une famille depuis des générations, mais plus personne n'y vivait. Elle sentait la pierre chauffée par le soleil, les souvenirs suspendus entre les murs et quelque chose d'autre, plus insaisissable. Peut-être le silence, peut-être le temps lui-même. Élise s'était installée là comme on se retire du monde, discrètement, méthodiquement, presque religieusement. Pas de téléphone, pas d'internet, juste une voiture de location, une valise en cuir fatiguée et quelques caisses de livres dont certains portaient des annotations à la plume. Elle portait souvent du lin ou des robes anciennes qu'on aurait cru voler à un autre siècle. Elle ne souriait pas, mais elle observait avec une intensité qui frôlait parfois l'indécence. C'est ainsi qu'il l'avait remarqué. Lui, c'était Adrien, 39 ans, divorcé, photographe de paysages. Ou du moins, c'est ce qu'il disait. Il louait une dépendance à 500 mètres de là, et chaque matin, avant le lever du soleil, il partait en voiture, ses appareils pendus à l'épaule comme des armes silencieuses. Ils s'étaient croisés une fois au marché, au milieu des abricots gorgés de sucre et des fromages couverts de cendres. Elle avait effleuré sa main en lui rendant une pièce tombée, et ce contact, pourtant bref, avait laissé en lui une chaleur étrange, comme un souvenir d'autrefois. Les jours passaient, mais il ne cessait de penser à elle. À ses gestes lents, à la façon dont elle passait ses doigts sur les figues noires, comme si elle lisait un poème invisible sur leur peau. Il ne savait rien d'elle, et pourtant il devinait en elle quelque chose de brisé, une brisure belle, presque désirée, comme une ligne de faille dans une sculpture grecque. Un soir, alors que le Mistral s'était levé et que la lumière s'étirait en reflets d'ambre sur les murs, il l'avait vue sur la terrasse, immobile, les yeux fermés, le visage tourné vers le ciel. Elle ne portait qu'une chemise blanche, ouverte au col, et ses jambes nues glissaient comme deux lignes d'encre sur le fauteuil en osier. Il avait eu honte de regarder, mais n'avait pas su détourner les yeux, et au moment même où il allait rentrer, elle avait ouvert les paupières et l'avait vu. Elle n'avait pas souri, pas bougé, mais elle l'avait vu, et cela avait suffi à bouleverser l'ordre des choses. Il avait rêvé d'elle cette nuit-là, pas d'un rêve érotique, non, d'un rêve où elle était là, simplement, assise dans sa cuisine, les mains tremblantes autour d'une tasse de thé noir. Elle ne parlait pas, mais son regard disait « Je ne suis pas ce que tu crois. Ne me regarde pas comme ça. » Les jours suivants, il l'épiait malgré lui, depuis la pente du verger, à travers le feuillage, ou depuis la fenêtre haute de son atelier. Il photographiait autre chose, bien sûr. Les herbes sèches, les murets effondrés, les reflets dans les flaques après l'orage. Mais toujours, il cherchait la trace d'elle, l'empreinte de sa solitude, la texture de son silence. Un après-midi, il trouva sur son capot une petite boîte en carton brun. Aucune adresse. À l'intérieur, une figue fraîche, encore tiède, posée sur un morceau de papier déchiré. Sur le papier, 3 mots écrits à l'encre verte « Tu regardes trop ». Il sourit. Ce n'était ni une accusation, ni une menace. Plutôt une invitation, une provocation. Il attendit la fin du jour pour lui répondre. Il glissa un tirage photographique dans une enveloppe. Une image prise depuis la pente, où l'on devinait à peine sa silhouette sur la terrasse, fondue dans la lumière dorée. Et au dos, une phrase qu'il n'avait pas écrite depuis longtemps. Certains silences sont plus bruyants que des cris. Il la déposa au pied de sa porte, sans frapper, et repartit. Ce jeu muet dura plusieurs jours. D'âmes mots, d'âmes images, d'âmes fragments. Elle lui laissa un livre ouvert sur un banc. Il y glissa une fleur séchée entre 2 pages. Elle répondit par une coupe de fruits posée sur la margelle du puits.
Chaque geste était une caresse déguisée, chaque absence, une présence plus aiguë. Mais un soir, alors que le ciel se chargeait d'orage, il la vit marcher vers lui. Pour la première fois, lentement, sans détour. Elle entra dans l'ombre du chêne où il s'était assis, un carnet sur les genoux. Elle ne dit rien, ne demanda rien, mais s'assit en face, les jambes croisées, le regard fixe. L'air semblait trembler entre eux, non pas à cause de l'attirance physique bien qu'elle fût là, omniprésente, effervescente, mais parce que quelque chose d'autre circulait. Un courant plus profond, comme si, sans se connaître, ils se reconnaissaient déjà. Comme si leurs douleurs respectives murmuraient dans une langue commune, secrète. Il ferma son carnet. Elle tendit la main et prit la figue qu'il avait posée là, la fendit d'un doigt et en goûta la chair, lentement, sans le quitter des yeux. Elle murmura presque, comme une confidence, il n'y a que les fruits très mûrs qui ont du goût. Puis, elle se leva et repartit dans la nuit tombante. Ce soir-là, il ne dormit pas. Il venait de comprendre quelque chose qu'il n'avait pas osé formuler jusqu'alors, elle n'était pas venue ici pour fuir, elle était venue pour brûler. Et il était peut-être la seule personne capable d'allumer cette flamme. Il ne savait pas quand exactement il avait commencé à vivre pour l'idée d'elle. Peut-être que cela s'était produit progressivement, à la manière d'une insomnie qu'on ne remarque pas au début, mais qui finit par teinter chaque geste, chaque pensée. Adrien n'avait plus besoin de la voir pour la sentir. Son odeur flottait dans les jours comme un parfum de lavande noire et de papier ancien. Ses silences étaient devenus des compagnons, parfois plus bavards que les mots. Leur proximité, bien que rare, avait une qualité presque sacrée. Ils ne parlaient pas souvent, mais quand cela arrivait, c'était avec cette forme d'attention dangereuse, comme si chaque mot pouvait fissurer quelque chose d'important, de fragile, de caché. Elle avait commencé à apparaître dans ses photographies, même quand elle n'y figurait pas. La texture de sa peau dans l'écorce d'un arbre, la courbe de ses hanches dans la ligne d'une colline. Son absence était un motif obsédant. Un matin, il la trouva assise sur les marches de sa propre dépendance. Elle fumait une cigarette longue, presque blanche, et portait une veste d'homme jetée sur une robe fine. Elle n'avait pas frappé. Elle l'attendait. Elle lui tendit une enveloppe noire. Dedans, une photographie qu'il n'avait jamais vue. Une photo d'elle, beaucoup plus jeune, plus pâle, les yeux cernés, le regard perdu. Le genre de cliché que personne ne garde sauf quand il a besoin de se rappeler ce qu'il a survécu. Elle lui dit, sans émotion, c'était à Berlin, juste avant. Il ne demanda pas avant quoi. Il savait que ce serait indécent. Elle voulait qu'il regarde, pas qu'il interroge. Il glissa la photo dans sa poche, sans un mot. Elle leva les yeux vers lui. Un regard calme, mais tendu, comme si elle cherchait une fissure en lui, quelque chose de comparable. Elle demanda alors « Et toi, tu caches quoi ?» Il haussa les épaules. Il mentit en disant rien. Elle ne sourit pas, mais inclina lentement la tête comme si elle venait de comprendre exactement ce qu'il n'avait pas dit. Puis elle se leva, jeta sa cigarette et dit simplement « Je vais à la mer. Viens si tu veux. » Elle ne lui laissa pas le temps de répondre. Ils roulèrent en silence. Une vieille route sinueuse qui descendait vers les calanques, les pins défilant comme des témoins muets. Elle conduisait vite, trop vite, comme si elle cherchait à semer quelque chose, ou à le provoquer. Il se laissa faire. Il aimait cette tension, cette façon qu'elle avait de prendre le contrôle sans jamais vraiment le revendiquer. La plage était presque déserte. Une crique isolée, connue des seuls habitants du coin. Elle ôta ses chaussures sans un mot, marcha jusqu'au bord de l'eau, et s'y laissa tomber comme un fardeau trop longtemps porté. Elle ne nageait pas, elle flottait, bras ouverts, comme une offrande. Il la regarda longtemps. Il ne savait pas si c'était elle ou son propre reflet qu'il observait. Puis, lentement, il la rejoignit. Le sel brûlait les yeux. L'eau était froide, mais vivante. À un moment, elle dit quelque chose que le vent effaça. Il crut entendre « Je ne voulais pas être seul » ou peut-être je ne sais plus comment faire autrement. Il ne sut jamais. Ils restèrent là longtemps, côte à côte, sans se toucher.
mais le lien entre eux était palpable, presque physique. Sur le chemin du retour, elle lui dit: quand j'étais enfant, je volais les lettres de ma mère. Je les lisais en cachette. C'étaient des lettres d'un homme qu'elle n'a jamais quitté, mais qu'elle n'a jamais rejoint non plus. Je crois que ça m'a appris ce que c'est, le désir, vouloir quelque chose qu'on ne peut jamais garder. Elle alluma une autre cigarette. La fumée tournoyait dans la lumière de fin de journée. Je n'ai jamais su si elle était heureuse ou prisonnière, mais elle souriait différemment quand elle croyait que personne ne la voyait. Et moi, je la regardais toujours, comme toi. Elle se tourna vers lui, cette fois avec un éclat d'amusement triste dans les yeux. Tu photographies quoi au juste? Le visible ou ce qui essaie de se cacher? Il ne répondit pas. Il aurait voulu l'embrasser à ce moment-là, pas par envie physique, pas encore, plutôt comme un acte de reconnaissance, de résonance, mais il se retint, parce qu'il sentait qu'elle se serait refermée, qu'il aurait tout gâché. Quand ils revinrent à la maison, elle ne l'invita pas à entrer, mais elle posa brièvement sa main sur la sienne, juste assez longtemps pour qu'il sente la chaleur de sa peau, et elle dit: merci de ne pas poser de questions. Ça me fait oublier que j'existe. Elle entra et referma la porte doucement. Cette nuit-là, il rêva encore d'elle, mais cette fois elle riait. Nue, couverte d'eau salée et de sable, elle courait entre les rochers, et il savait, au fond de lui, que ce rire n'avait jamais eu lieu. Au petit matin, il trouva devant sa porte une autre enveloppe noire. À l'intérieur, une photo de lui, assis sous le chêne, carnet sur les genoux. Elle l'avait prise. Il n'avait rien vu. Au dos, un seul mot continu. Les jours suivants furent comme suspendus dans une matière étrange, visqueuse et lumineuse à la fois. Adrien se surprenait à attendre des signes d'elle sans même s'en rendre compte. Un bruit de pas dans le gravier, une ombre sur le sentier, une odeur de cigarette fraîchement éteinte. La maison d'Élise était visible depuis la colline, mais elle semblait parfois disparaître dans le paysage, comme si elle se laissait avaler par le décor pour mieux se taire. Il ne la vit pas pendant 4 jours sans message, sans fruit déposé, sans mot laissé dans une poche, sans présence. Il tenta de se convaincre qu'il s'en moquait, qu'il avait son propre monde, ses images à traiter, ses carnets à remplir, ses paysages à guetter. Mais tout ce qu'il créait lui semblait creux, sans direction, comme si elle emportait avec elle le fil de sa pensée. Et puis, sans provenir, elle réapparut. Il pleuvait, une pluie fine et chaude, presque invisible, qui collait à la peau comme un souffle. Elle entra dans l'atelier, les cheveux trempés, le regard plus fiévreux que d'habitude. Elle ne dit rien. Elle resta plantée là, dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, comme si elle hésitait à faire demi-tour. Il posa doucement son appareil sur la table. Elle s'approcha. Le silence était chargé, vibrant. Lorsqu'elle fut à sa hauteur, elle sortit de sa poche un vieux morceau de journal jauni, plié plusieurs fois. Elle le lui tendit. C'était un article, court, un entrefilet, presque oublié. Une femme retrouvée morte dans un hôtel à Lisbonne. Overdose. Pas de papier. Pas d'identité immédiate. Juste un prénom griffonné au dos d'une photo dans son sac, Ariane. L'article datait d'il y a 6 ans. Adrien leva les yeux vers elle. Elle le fixait, immobile. C'était ma sœur, dit-elle, simplement. Elle s'assit sans attendre de réaction, comme si elle avait enfin posé un fardeau trop longtemps porté. Elle passa une main dans ses cheveux mouillés. On se ressemblait, paraît-il. Trop. C'est pour ça que j'ai fui. On m'a cru morte pendant 2 semaines. On m'a appelée. J'ai dit que ce n'était pas moi. Et je suis partie. J'ai coupé. Avec tout. Elle ne pleurait pas. Mais il y avait dans sa voix une cassure nue, sans filtre. Elle était la version extrême de moi. Ou peut-être suis-je la version lâche d'elle. Je ne sais plus. Mais je vis avec cette question, tous les jours. Et parfois, je préfère le silence aux réponses. Adrien s'approcha, mais ne la toucha pas. Il s'assit à côté d'elle. Juste ça. Elle reprit: je n'ai jamais su si je l'avais trahi, ou si je m'étais sauvée. Mais je sais que depuis, je ne peux pas rester longtemps au même endroit.
Il y a quelque chose en moi qui se désagrège si je reste. Elle tourna la tête vers lui. Ses yeux étaient brillants, mais pas de larmes, de fièvre. C'est pour ça que je ne veux pas que tu m'aimes, ou que tu crois m'aimer. Je ne suis pas à garder, je suis un passage. Il ne répondit pas, il ne savait pas quoi dire. Tout en lui voulait lui dire qu'elle se trompait, que certaines choses méritaient d'être retenues. Mais il sentait qu'à ce moment précis, toute tentative de convaincre serait une violence de plus. Alors il se leva, prit son appareil, et la photographia. Elle ne protesta pas. Elle le laissa faire. C'était une offrande silencieuse. Dans le cliché, elle était à demi floue, la pluie dessinant des gouttes sur sa peau, le regard perdu ailleurs. Il sut que c'était une des plus belles images qu'il avait jamais prises. Parce qu'elle ne posait pas, parce qu'elle ne fuyait pas non plus. Elle était simplement là, dans son désordre, son intensité, sa vérité. Le soir même, il imprima la photo en grand format et la plaça contre le mur de pierre de son salon. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être pour ne pas oublier. Peut-être pour l'obliger à rester, même quand elle partirait. Mais le lendemain matin, elle n'était plus là. Il frappa à sa porte. Personne. Il attendit. Rien. Puis il fit le tour de la maison. Les volets étaient fermés. Le linge avait disparu. La voiture aussi. Elle était partie. Comme elle l'avait dit. Un passage. Mais sous la pierre de la margelle du puits, il trouva un carnet. Le sien. Celui qu'il croyait avoir perdu. À l'intérieur. Elle avait laissé une seule page griffonnée à l'encre bleue. Je reviendrai quand je serai capable de ne pas fuir. Ou peut-être pas. Mais cette fois, tu peux me photographier comme un souvenir, pas comme une fuite. En bas de la page, une adresse, à Paris, et ce mot presque invisible, attends-moi un peu. Le retour fut silencieux, comme un deuil qu'on n'ose pas nommer. Adrien ne prit pas l'autoroute. Il choisit les petites routes, celles qui serpentent entre les collines, où l'on croise plus souvent des figuiers sauvages que des voitures. Le paysage changeait lentement, et chaque virage semblait lui retirer un peu de l'agitation parisienne, pour ne laisser que l'essentiel, l'attente et l'absence. Quand il arriva enfin à la maison, tout était en place. Le même vent entre les pierres, la même poussière sur les volets, le même chant des grillons comme un disque rayé. Mais elle, non, pas de voiture, pas de lumière derrière les vitres. Il entra, pourtant. Il ouvrit les volets, il fit couler l'eau, il remit la maison en marche comme on relance un cœur, et il attendit. Les jours passèrent, il reprit ses habitudes, marcher tôt, photographier, cuisiner seul, écouter des disques anciens dont les voix semblaient parler d'elle. Tout en lui criait son nom, tout en lui refusait de l'admettre. Et puis un soir, elle réapparut, comme au premier jour. Il la vit depuis la colline. Elle marchait lentement, ses sandales à la main, sa robe froissée par le vent, les cheveux défaits. Elle ne regardait pas autour d'elle, comme si elle savait déjà qu'il l'attendait. Elle entra sans frapper. Il était dans la cuisine, occupé à couper du pain. Il leva les yeux, et elle le fixa. Longtemps. Pas de sourire, pas de mots, mais quelque chose de plus fort. Elle était revenue. Elle dit doucement, il y a une vérité dans cette maison. Une lumière qui ne ment pas. Je ne sais pas si je suis prête à l'habiter, mais j'ai envie d'essayer. Il s'approcha. Il lui toucha la joue. Pour la première fois, vraiment, sa peau était chaude, réelle. Il sentit un frisson la traverser. Elle ferma les yeux. Je ne promets rien, Adrien. Je suis pleine de courants contraires. Il murmura, presque contre sa tempe, je ne suis pas venu chercher une promesse, juste une présence. Ce soir-là, ils restèrent dans le jardin jusqu'à ce que la nuit les enveloppe. Elle parlait peu, lui aussi, mais leur silence avait changé de nature. Ce n'étaient plus des silences de crainte, c'étaient des silences de confiance. L'un savait que l'autre était là, et c'était suffisant. Elle dormit dans la chambre d'amis. Du moins, c'est ce qu'elle dit. Mais au milieu de la nuit, il entendit ses pas sur le parquet. Elle s'arrêta devant sa porte, resta là un moment, sans entrer, puis repartit. Le lendemain matin, elle préparait le café, comme si elle avait toujours vécu là.
Elle chantonnait un air qu'il ne connaissait pas, les pieds nus sur le carrelage froid. Il la regardait depuis l'encadrement de la porte, et il sentit une douleur douce s'installer dans sa poitrine, la peur que tout cela soit temporaire. Trop beau, trop fragile, trop lié à l'instant. Elle se tourna vers lui, comme si elle avait senti ses pensées. Je n'ai pas fui cette fois. Je t'ai laissé dormir. C'est déjà beaucoup. Il sourit. Elle aussi. Un peu. Les jours suivants furent suspendus dans une forme de douceur étrange. Elle écrivait beaucoup. Dans le jardin, sur la terrasse, parfois dans la vieille remise qu'elle avait transformée en refuge. Il n'osait pas lui demander ce qu'elle écrivait. Elle non plus ne lui demandait rien. Ils étaient là, côte à côte, dans un accord muet. Deux solitudes apprivoisées, mais la tension, ce fil invisible qui les reliait, ne faiblissait pas. Au contraire, chaque regard devenait plus chargé, chaque geste plus précis, chaque absence, même brève, plus douloureuse. Un soir, ils dînèrent sous les oliviers. Le vent était tiède et la lune encore basse. Elle portait une robe noire simple, sans bijoux. Juste elle, pure, présente. Il la regardait comme on regarde une œuvre d'art qu'on ne touchera jamais, de peur de la briser. Elle but une gorgée de vin, lentement, puis elle dit: Tu me regardes comme si j'étais déjà partie. Il ne sut quoi répondre. Tu as raison, continua-t-elle. Je suis toujours à moitié ailleurs. Mais ici, avec toi, c'est la première fois que je me demande si je pourrais rester. Elle posa son verre. Tu me fais peur, Adrien. Pas toi. Ce que je ressens, c'est calme et ça me déstabilise plus que tous les orages. Il tendit la main. Elle la prit, cette fois sans hésiter. Ils restèrent là, sans dire un mot. La nuit autour d'eux s'épaississait. Les ombres devenaient douces. Elle ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, elle murmura: Et si on ne cherchait pas à définir? Si on laissait faire? Il acquiesça. C'était tout ce qu'il voulait. Plus tard, alors qu'elle se levait pour rentrer, elle se pencha, frôla sa joue de ses lèvres. Une caresse, une promesse non dite. Cette nuit-là, elle ne vint pas jusqu'à sa porte. Mais il savait que la frontière avait bougé. Ce n'était plus une fuite, c'était un retour en cours. Il y a des jours où le temps se replie sur lui-même, comme un drap mal plié qu'on n'arrive pas à tendre. Cette semaine-là, le monde semblait avoir ralenti autour d'eux. Le vent soufflait plus doucement, les grillons s'étaient tus, et même les ombres des cyprès semblaient hésiter avant de s'allonger sur les murs. Adrien et Élise ne parlaient presque plus, non pas par distance, mais par saturation, comme si chaque mot risquait d'ouvrir trop grand quelque chose d'encore fragile. Elle écrivait le matin, toujours dans la remise. Il ne savait pas ce qu'elle notait dans ses carnets. Mais il la voyait parfois immobile, le crayon suspendu à mi-page, le regard tourné vers une fissure du mur, comme si la mémoire lui revenait en éclat trop puissant. Il aurait voulu poser la main sur son dos, juste là, entre les omoplates, là où se concentrent les frissons qu'on cache, mais il n'osait pas encore. Un soir, alors que le soleil déclinait lentement derrière les collines, elle apparut dans l'encadrement de la porte de son atelier. Il développait une série de clichés pris au marché de l'île sur la Sorgue, où elle l'avait accompagné 2 jours plus tôt. Il y avait dans les images un flou volontaire, une sorte de tremblement maîtrisé, comme si l'objectif cherchait à capter ce qui échappe toujours. Elle s'approcha, regarda les photos sans rien dire, puis elle posa la main sur une image. Un enfant seul, de dos, devant un étalage de vieux livres. « C'est moi, dit-elle. » Il tourna lentement la tête vers elle. Je me souviens exactement de ce que je ressentais à cet âge. Ce mélange de distance et de soif. J'étais toujours un peu en retrait, mais je voulais qu'on me voie. Pas toute. Juste la partie qu'on peut aimer sans l'abîmer. Elle leva les yeux vers lui, et cette fois il y eut une demande, un appel. Il se leva. Elle ne recula pas. Leur proximité devenait insoutenable. Non pas pour ce qu'elle promettait, mais pour ce qu'elle contenait déjà. Le désir n'était plus seulement physique. Il était organique, vital. Une urgence silencieuse. Elle posa sa main sur son torse. Il sentit son cœur battre contre ses doigts.
Lentement, elle approcha sa bouche de la sienne. Le baiser fut d'abord retenu. Un souffle, une question. Puis il s'approfondit, se creusa, devint un langage sans mots. Ils se dévoraient sans violence, mais avec la lenteur d'une vérité trop longtemps enfouie. Ils ne parlèrent pas pendant, ni après, mais leur corps se connaissait maintenant, et cela changeait tout. Ce n'était pas une conquête, ni une fuite, c'était une reconnaissance, une manière de dire « je te crois », sans le dire. Cette nuit-là, elle resta dans son lit, contre lui. Elle s'endormit très vite, la tête dans le creux de son cou, une main posée sur son ventre comme une ancre. Il ne dormit presque pas. Il la regardait. Il respirait avec elle. Il se disait que si elle partait encore, cette fois, il ne pourrait pas recoller les morceaux. Au matin, elle n'était plus là, mais pas partie, juste réveillée plus tôt. Elle préparait du café, nue, simplement enveloppée d'un drap noué autour de sa taille. Elle chantonnait de nouveau, un air plus doux, plus entier. Elle le vit apparaître dans l'embrasure de la porte et lui sourit. Un vrai sourire, quelque chose de désarmé. J'ai dormi comme une enfant, dit-elle. Il s'approcha, l'embrassa dans le cou. Elle ferma les yeux. Tu sais, dit-elle doucement, je crois que mon corps se souvient mieux que ma tête. Il sait que je suis en sécurité. Ma tête, elle, doute encore. Mais ma peau, elle t'a reconnu. Il ne dit rien. Il la serra dans ses bras. Plus tard, en milieu d'après-midi, il la trouva dans la remise, penchée sur ses carnets. Elle releva la tête. Tu veux lire? Il hocha la tête. Elle hésita, puis lui tendit un cahier. Il s'assit, tourna les pages. Ce n'était pas un journal. C'étaient des fragments. D'âmes pensées inachevées. D'âmes lettres non envoyées. D'âmes souvenirs mélangés à des rêves. Je veux un amour sans mur. Pas pour pouvoir fuir, mais pour pouvoir rester. Je ne sais pas aimer sans me brûler, mais j'ai froid de ne plus essayer. Il me regarde comme s'il comprenait que j'ai déjà été 1000 femmes avant d'être celle d'aujourd'hui. Il referma le cahier, la regarda. Elle ne détourna pas les yeux. J'ai peur que ça me consume, murmura-t-elle. Et moi, j'ai peur que tu t'éteignes, répondit-il. Ce fut la première fois qu'ils parlèrent d'eux sans détour. La nuit tomba. Plus vite ce jour-là. Une brume légère s'éleva des champs. Ils dînèrent dehors, enroulés dans une couverture. Elle lui prit la main. Je ne promets toujours rien, mais j'ai envie de rester cette fois. Et il sut qu'il ne demanderait rien de plus. Le vent s'était levé dans la nuit, balayant les feuilles sèches contre les volets avec une régularité presque musicale. Adrien ouvrit les yeux avant l'aube. Elle n'était pas là, mais il n'eut pas peur. Il connaissait désormais ses départs invisibles dans le jardin, ces moments où elle disparaissait sans quitter l'espace. Il la trouva pieds nus sur la terrasse, un carnet contre les genoux, enroulé dans une couverture. Elle ne bougeait pas, si ce n'est par le souffle lent qui faisait à peine frémir une mèche sur sa joue. Il ne dit rien. Il s'assit à côté d'elle, lui tendit une tasse de café. Elle la prit sans le regarder. Je me suis souvenu d'un rêve, dit-elle. Ça faisait des années que je ne rêvais plus, ou que je n'en retenais rien. Cette nuit, c'était clair, violent, mais clair. Elle but une gorgée, puis reprit. J'étais dans une maison comme celle-ci, mais vide. Il y avait des tableaux sur les murs, mais tout tournait face contre le mur, comme si on voulait empêcher les regards. Et je savais, dans le rêve, que si je retournais un seul tableau, je verrais ce que je ne dois jamais voir. J'avais peur, mais j'étais seule, et j'ai fini par en retourner un. Dedans, il y avait moi, mais pas moi aujourd'hui, moi enfant, et je pleurais, et j'étais enfermée dans le cadre, comme punie d'avoir voulu sortir. Elle tourna enfin les yeux vers lui. Une lueur inquiète s'y mêlait à une fatigue plus ancienne. Je crois que j'ai encore quelque chose à ouvrir, un endroit en moi qui refuse, qui s'est verrouillé si fort qu'il est devenu invisible. Adrien l'écoutait sans l'interrompre. Il savait qu'intervenir serait trahir le silence qu'elle avait conquis pour parler. Tu m'aides, dit-elle. Mais ce n'est pas toujours confortable, parce que ton regard, il ne me laisse pas tricher.
et parfois je préférerais qu'on ne voie que ce que je montre. Il posa sa main sur la sienne. Elle la serra, fort, comme un appel. Ce jour-là, ils ne firent rien. Pas de photos, pas de texte. Ils restèrent ensemble dans le même espace, à lire, à marcher dans le verger, à se taire. Mais tout en eux parlait. Leurs gestes se répondaient. Une harmonie fragile, belle parce qu'aucun mot ne venait tenter de la contrôler. Ce n'est que le soir venu qu'elle proposa, presque à voix basse, « Et si tu me montrais ce que tu caches, toi aussi ?» Il la regarda. Un long silence suivit. Il l'emmena dans son atelier. Un tiroir fermé à clé. Il l'ouvrit. À l'intérieur, des photos qu'il ne montrait jamais. Dame portrait. Un seul sujet, une femme, toujours la même, à différentes époques. Belle, fatiguée, en colère, rêveuse, morte de l'intérieur parfois, vivante malgré tout, souvent. C'est clair, dit-il. Ma femme. Enfin, mon ex-femme. On s'est séparés il y a 3 ans. Mais j'ai continué à la photographier jusqu'à ce qu'elle me demande d'arrêter. Élise prit les photos une à une, avec lenteur, respect, presque tendresse. Pourquoi tu les gardes encore? Parce que je ne veux pas oublier ce que j'ai échoué à comprendre, parce que j'étais là sans vraiment être là. Et qu'en regardant ces photos, je vois tout ce que j'ai manqué en face d'elle. Il ajouta, plus doucement, elle était dépressive, silencieuse, fermée. Je croyais que l'amour suffirait à ouvrir. J'ai eu tort. Un long moment passa. Puis Élise murmura, c'est peut-être pour ça que tu arrives à me regarder comme tu le fais. Parce que tu sais déjà ce que c'est de ne pas réussir à atteindre quelqu'un. Il ne répondit pas. Elle comprit. Ce soir-là, ils firent l'amour sans urgence, sans tension, avec la lenteur de ceux qui savent ce que l'autre risque en s'abandonnant. Leur corps se cherchait sans se dévorer, leur souffle s'accordait. C'était une première fois encore, mais différente. Une communion silencieuse. Elle pleura doucement après, contre lui. Ce n'est pas de la tristesse, dit-elle. C'est juste du relâchement, comme si quelque chose en moi acceptait enfin de s'ouvrir. Il ne dit rien. Il l'enlaça, fort. Le lendemain, elle disparut tôt. Il la trouva dans la remise, devant une feuille blanche. Elle avait écrit une seule phrase au centre, il faut parfois apprendre à laisser la lumière entrer par les fissures, même si ça brûle. Elle leva les yeux vers lui, sourit. Je crois que je suis prête à respirer avec toi, pas juste à côté de toi. Et il sut que quelque chose avait réellement basculé, pas une fin, mais un commencement. Il y eut une semaine entière où tout sembla simple, trop simple peut-être. Le soleil s'installait plus bas dans le ciel, la lumière devenait dorée, presque liquide. Élise et Adrien vivaient ensemble sans heurts, sans éclat. Les gestes étaient devenus familiers, elle prenait son café exactement 20 minutes après lui, il savait qu'elle n'aimait pas qu'on l'appelle pendant qu'elle écrivait. Elle connaissait l'heure exacte où il avait besoin de silence. C'était une forme de danse lente, organique. Elle riait plus. Moins souvent, mais plus franchement. Son rire avait une texture étrange, comme si c'était quelque chose de rare, qu'elle avait dû désapprendre et qu'elle retrouvait doucement, avec maladresse. Il l'aimait pour cela, cette vulnérabilité qu'elle n'essayait plus de cacher. Un soir, alors qu'il rentrait du village à pied, les bras chargés de pain, de vin et de figues fraîches, elle s'arrêta net sur le sentier. Le vent soufflait à peine, les feuilles tremblaient sans bruit. Tu sais, dit-elle, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai eu une semaine entière sans peur, sans besoin de partir. Elle le regarda, les yeux clairs dans la lumière tombante. Et ça me fait plus peur encore, parce que je sens que je pourrais rester. Et que si je reste, alors je ne pourrai plus jamais faire semblant que je suis une île. Il posa les sacs. Il lui prit doucement le visage entre les mains. Elle n'était pas en train de douter de lui. Elle doutait d'elle-même. Il le savait. Il l'embrassa sans répondre. Ce n'était pas un baiser de passion. C'était un baiser de promesse silencieuse. Je serai là, même si tu doutes. Ce soir-là, ils dînèrent sous la vigne. Une chandelle vacillante, des morceaux de fromage sur une planche, un disque de Chebecké en fond.
Elle lui demanda de la prendre en photo. Pas comme avant, pas volée, pas figée. Je veux qu'on me voie, maintenant, comme je suis. Il la photographia sous la lumière douce de la bougie. Le visage presque nu, les épaules relâchées, les yeux ouverts sur quelque chose d'intérieur. Il sut, dès le déclic, qu'il avait capté une version d'elle qui ne reviendrait peut-être jamais. Une version qui avait cessé de se cacher. Ils accrochèrent le tirage au mur, dans l'entrée. Elle rit en le voyant. Si je pars un jour, ce sera ma trace, ou ma preuve. Il ne répondit pas. Il savait que le conditionnel, chez elle, n'était jamais innocent. Mais il ne voulait pas que cette soirée se teinte d'ombre. Alors ils dansèrent. Sur le vieux carrelage, pieds nus, elle dans ses bras, un verre de vin encore à moitié plein. Sur la table. Et il lui semblait qu'il n'avait jamais été aussi vivant. Mais les choses vraies sont rarement linéaires. Le lendemain, il la trouva dans la chambre d'amis, recroquevillée. Les volets étaient encore fermés, bien que le jour fût levé depuis longtemps. Elle serrait un livre contre sa poitrine, un vieux recueil de poèmes. Il reconnut l'odeur, celle de sa sœur. C'était le même papier que dans la photo retrouvée. À Lisbonne, le même timbre, le même silence. Elle leva les yeux vers lui, rouge, brisée, muette. Il s'approcha, lentement, s'assit à côté d'elle. Elle posa sa tête sur son épaule, et dans un souffle presque inaudible, elle dit « J'ai rêvé d'elle. Elle me demandait pourquoi j'étais vivante. Pourquoi elle, non. Pourquoi j'avais fui. » Il la serra plus fort. Je me suis réveillée avec cette question accrochée au ventre comme une pierre. Leur silence d'alors n'était plus paisible. Ils étaient lourds, mais nécessaires. Plus tard dans la journée, elle lui demanda une chose étrange. « Emmène-moi là où tu n'as jamais emmené personne. Un lieu qui n'est qu'à toi. » Il l'emmena dans une vieille serre abandonnée, au bout d'un sentier presque effacé. Il l'avait découverte un an plus tôt, en se perdant. Il y revenait parfois pour écrire ou réfléchir. Personne ne connaissait cet endroit. Ils passèrent l'après-midi là-bas. Elle l'observait. Il la regardait regarder. Et entre eux se tendait un fil subtil, une écoute totale. Elle demanda à être photographiée là aussi, allongée sur les dalles fissurées, au milieu des plantes mortes. Il hésita. Pourquoi ici? Parce que c'est beau même dans la ruine, et que je me sens comme ça parfois. Et si tu m'aimes ici, tu m'aimeras partout. Alors il photographia, et elle se laissa faire. Ce soir-là, elle revint avec lui, silencieuse, mais droite. Quelque chose en elle avait changé. Une ombre avait peut-être été regardée en face, ou simplement acceptée. Dans la nuit, elle se tourna vers lui, nue, les yeux ouverts dans le noir. Et si on arrêtait d'attendre que ça casse? Si on vivait ce qu'il y a maintenant, tant que ça tient? Il murmura oui, pas comme une promesse, comme un choix. Il ne sut jamais si c'était l'automne qui s'installait ou elle qui se déposait plus profondément en lui. Le changement était imperceptible, comme une variation de lumière entre deux instants identiques. Elle était là, sans promesse. Mais cette présence avait cessé d'être un miracle. Elle devenait une habitude. Et cela, pour Élise, était une forme d'engagement plus grande que toutes les déclarations. Les journées s'écoulaient avec une harmonie étrange. Il vivait sans plan, sans attente. Il cuisinait pour deux. Elle écrivait parfois jusque tard dans la nuit. Il l'écoutait respirer dans son sommeil, et il apprenait à ne pas avoir peur du matin, de ces instants où elle pouvait disparaître. Mais, un soir, elle revint d'une promenade avec un visage différent, fermé, vague, une absence dans les yeux, comme si quelque chose s'était fissuré dans la trame douce de leur jour. Elle déposa un petit objet sur la table, un badge d'accès d'hôtel, de ceux qu'on glisse dans les portes modernes, avec un nom d'établissement en lettres dorées. J'ai croisé quelqu'un. Elle ne regardait pas Adrien. Elle fixait la carte, comme si elle brûlait. Quelqu'un qui connaissait ma sœur, de Lisbonne. Il ne m'a pas reconnue, mais il m'a parlé d'elle, dame dernière semaine, de comment elle était, et il m'a dit une phrase, une seule, et je ne peux pas l'effacer. Adrien attendit. Il a dit, elle attendait quelqu'un. Jusqu'à la fin, un silence s'installa, long, dense.
Et si c'était moi qu'elle attendait? Et si j'étais parti trop tôt? Il s'approcha, lentement. Il savait qu'il n'y avait pas de bonne réponse. Mais il prit sa main. Ce n'est pas ça qui l'a tué. Ce n'est pas toi. Ce n'est jamais aussi simple. Elle hocha la tête, mais sans conviction. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta dans le fauteuil, une couverture sur les jambes, regardant fixement l'obscurité à travers la fenêtre. Au petit matin, il la retrouva dans l'atelier. Elle écrivait frénétiquement, les pages se remplissant à une vitesse presque douloureuse. Il s'approcha. Elle le sentit, leva les yeux, le regard brillant. Je lui écris, comme si elle pouvait encore lire, comme si elle pouvait me répondre. Il acquiesça. Il ne dit rien. Il savait que ce geste était vital. Puis, elle glissa la lettre dans une enveloppe sans l'adresser. Je vais l'enterrer, pas elle. Mais ça, la culpabilité, le silence. Je veux la rendre à la terre. Ils partirent ensemble, à l'aube, vers une petite clairière qu'elle aimait. Elle creusa elle-même un trou, déposa la lettre, et resta là, agenouillée, longtemps, les mains pleines de terre, les yeux secs. J'ai besoin d'apprendre à vivre sans dette. Il l'aida à se relever. Ils rentrèrent sans un mot. Ce soir-là, elle lui demanda de lui raconter quelque chose qu'il n'avait jamais dit à personne. Un souvenir inutile, un détail, une faille. Il chercha. Puis, il lui parla de son frère, mort à 16 ans, dans un accident de vélo. Un frère dont il ne parlait jamais, même à ses parents, parce que la douleur s'était figée, là, dans le silence, et qu'elle était devenue un poids qu'on ne partage pas. Elle l'écouta sans le couper. Puis elle posa sa tête contre son torse, et souffla. Alors toi aussi, tu portes des morts, comme moi. Et il comprit que ce n'était pas le malheur qui les liait, mais la manière dont ils s'étaient laissés hanter. Ce fut l'une des plus belles nuits qu'ils vécurent, parce qu'elle ne fut pas faite de peau, de gestes ou de caresses, mais d'aveux ténus, de silence exact, d'une intimité sans dénudement. Le lendemain, elle se leva la première, prépara du café, ouvrit les volets, et regarda la lumière entrer. Je crois que je peux aimer ça, dit-elle. Cette vie, pas parfaite, mais vraie. Elle tourna vers lui un regard sans défense. Mais je ne promets pas d'être constante, juste sincère. Et il sut qu'il lui croyait plus qu'à toutes les certitudes qu'il avait eues avant elle. Il y a un moment, dans certaines histoires, où la peur ne vient plus des absences, mais de la stabilité, où le calme devient une nouvelle forme de vertige. C'était là qu'il en était. Adrien sentait, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose changeait encore en elle. Ce n'était pas un retrait, pas une fuite, plutôt un recentrement. Un silence plus concentré, plus dense. Elle passait de longues heures à écrire, mais ne lui proposait plus de lire, non par fermeture, par protection, peut-être, ou par pudeur. Et lui, sans poser de questions, respectait cet espace. Il savait que tout ce qu'elle écrivait finirait, tôt ou tard, par l'atteindre, sous une forme ou une autre. Ils vivaient côte à côte avec une complicité rare, mais parfois, lorsqu'il l'observait sans qu'elle ne s'en rende compte, il voyait ce regard fixe, cette pensée ailleurs, cette fracture qui ne se refermait jamais complètement. Un matin, elle revint du marché avec une boîte en fer rouillé. Elle ne dit pas d'où elle la tenait. Elle la posa sur la table, là, fit tourner doucement entre ses mains, puis l'ouvrit. À l'intérieur, des morceaux de journaux, des coupures anciennes, des lettres déchirées, des objets minuscules. Dame relique, c'est à ma mère, dit-elle. Il n'en avait jamais entendu parler, pas une fois. Je ne sais pas pourquoi je l'ai prise. Peut-être parce qu'elle m'a laissé partir sans jamais me retenir. Elle avait cette manière d'aimer, discrète, trop discrète. On ne savait jamais si c'était de l'indifférence ou une délicatesse extrême. Elle lui tendit une photo. Sa mère, plus jeune qu'Élise aujourd'hui, le même regard, mais vide. Je me suis construite contre elle. Et maintenant qu'elle est morte, je n'arrive pas à savoir si je lui ressemble plus que je ne veux bien l'admettre. Il prit sa main. Elle la serra si fort qu'il sentit ses doigts blanchir. Cette journée-là, elle resta près de lui sans jamais vraiment s'adresser à lui.
Ils étaient ensemble, mais séparés, pas par distance, par immersion. Elle plongeait en elle-même, et il l'attendait à la surface. Le soir, il lui proposa de repartir quelques jours, pas fuir, juste changer d'air, voir la mer, peut-être. Elle accepta, mais à une condition. On ne prévoit rien. On roule et on s'arrête là où le silence nous plaît. Ils partirent le lendemain, sans bagages lourds, quelques vêtements, 2 carnets, un appareil photo, une bouteille de vin. Ils dormirent une nuit dans une auberge en pierre, au bord d'un lac invisible sur les cartes. Le lendemain, dans une chambre minuscule avec une seule fenêtre donnant sur les vignes. Là, dans cette simplicité, ils retrouvèrent un espace entre eux, un souffle. Elle riait plus, à nouveau. Il la photographiait dans des instants volés, en train de croquer dans une pêche, de lire en tailleur sur un lit défait, de regarder le soleil disparaître à travers la vitre. Mais une nuit, elle se réveilla en sursaut, tremblante, haletante. Il l'entoura de ses bras. Elle mit du temps à parler. J'ai rêvé qu'on vivait ensemble depuis des années, que tout allait bien, trop bien. Et un jour, tu me regardais et tu ne voyais plus rien. Tu disais tu n'es plus là. Tu fais juste semblant. Elle reprit son souffle. Je ne veux pas qu'on se perde dans le confort. J'ai peur de devenir invisible à force d'être aimé. Il la regarda, les yeux ouverts dans la pénombre. Alors rappelle-moi de te voir. Rappelle-moi de te regarder vraiment. Même quand je croirais déjà te connaître. Elle hocha la tête. Un petit geste, mais essentiel. Au matin, ils rentrèrent. La maison leur sembla plus vaste, plus silencieuse, plus habitée. Ils retrouvèrent leurs repères comme on retrouve une respiration. Mais quelque chose en elle était différent, plus enraciné, plus nu. Elle reprit ses carnets, et un soir, elle lui tendit enfin une page. Ce n'est pas l'amour qui me fait peur, c'est ce qu'il révèle qu'on peut être à la fois vulnérable et digne, qu'on peut être vu et rester libre. Il l'embrassa, longuement, lentement, comme on signe un pacte, et cette nuit-là, il lui dit qu'il l'aimait. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle posa ses doigts sur ses lèvres, puis sur sa propre poitrine. Je le sens, ici, c'est mieux que des mots. Et dans ce silence, elle lui offrit ce qu'elle n'avait jamais osé, sa confiance. Les jours s'égrenaient dans une lumière plus pâle. L'automne avait installé ses nuances d'ocre et le vent portait une odeur de bois sec et de terre retournée. La maison semblait respirer différemment, comme si elle se souvenait d'autres saisons, d'autres présences. Adrien observait Élise avec une intensité silencieuse, pas de celle qui enferme, mais de celle qui accueille. Elle écrivait moins, mais plus profondément. Ses gestes étaient plus lents, plus enracinés. Elle faisait le tour du jardin chaque matin, comme un rituel, en effleurant les plantes du bout des doigts. Il savait qu'elle ne cherchait rien de précis. Elle vérifiait simplement qu'elle était encore là. Un après-midi, alors qu'il développait une série de clichés dans l'atelier, elle entra sans bruit, une vieille boîte à la main. Elle la posa sur la table. C'est ce qu'il me reste d'elle, de nous. À l'intérieur, des cassettes audio, des lettres jamais envoyées, un mouchoir brodé, une boucle d'oreille solitaire. Dame chose presque anodine, mais toute porteuse d'un poids inavoué. Elle s'assit. Il la rejoignit, en silence. Je ne veux pas les garder. Mais je ne peux pas les jeter non plus. Il proposa de les brûler. Elle réfléchit. Longtemps. Pas seule. Alors, ils choisirent une soirée sans vent. Dans le jardin, ils installèrent un petit brasero. Elle apporta les objets un à un. Avant chaque geste, elle lui confia une phrase, comme une confidence destinée à s'effacer avec les flammes. Ça, c'est le mot qu'elle m'a laissé un jour, sans signature. Pardonne-toi. J'ai mis des années à croire que c'était pour moi. Elle le glissa dans le feu. Les flammes s'en emparèrent, rapides, précises. Ça, c'est une chanson qu'on écoutait en boucle. Je l'ai détestée après sa mort. Et maintenant, je veux juste qu'elle m'appartienne à nouveau. Une à une, les traces furent rendues à la nuit, pas dans la douleur, mais dans une forme de paix rude, nue. Il ne parla pas. Il la regardait se libérer. Ce n'était pas spectaculaire. C'était profond, authentique. Elle était debout. Et elle restait,
Lorsqu'il ne resta que les cendres, elle s'approcha de lui. Sa peau sentait la fumée, et ses yeux, malgré la fatigue, brillaient d'une lumière nouvelle. « Je n'ai plus rien à cacher, pas à toi, pas à moi. » Elle l'embrassa. Ce fut un baiser lent, retenu, chargé d'une intimité qui n'avait plus besoin de preuves. Ils firent l'amour dans la chambre, sans urgence, sans poids, avec cette lenteur étrange que seuls les corps réconciliés savent offrir. Après, elle resta contre lui longtemps. Puis elle dit « Je sais que tu as peur que je reparte. Et j'ai peur aussi, pas de partir, mais de rester. Parce que rester, c'est accepter d'être blessé. » Il ferma les yeux. Il ne voulait pas la convaincre, juste la garder là, à cette seconde. « Alors on fait comment ?» demanda-t-elle. « On reste. Juste aujourd'hui. » Elle sourit, un jour à la fois. Elle s'endormit contre lui, et pour la première fois depuis qu'elle vivait là, elle rêva sans se réveiller en sursaut. Il la veilla. Il écoutait son souffle. Il savait que tout pouvait encore basculer, que rien n'était jamais acquis avec elle. Mais il sentait, dans le fond de son ventre, une forme d'ancrage qu'il n'avait jamais connue. Au matin, elle était encore là. Et elle prépara le café, sans trembler. Il s'était installé dans une sorte de quotidien doux et instable. Le genre de rythme qui ne s'invente pas mais se découvre, lentement, comme un sentier entre les herbes hautes. Le matin, elle écrivait. L'après-midi, ils marchaient ensemble ou travaillaient en silence dans des pièces voisines. Le soir, ils cuisinaient, parfois à deux, parfois chacun de son côté, et leurs regards faisaient le lien entre les gestes. Il n'y avait plus de masque entre eux, plus de jeu. Ce qu'ils partageaient maintenant était plus difficile, l'intimité. Vraie. Celle qui vous oblige à montrer ce que l'on préférait taire. Elle devenait plus vulnérable, mais aussi plus incisive, moins insaisissable. Elle riait plus souvent, mais s'agaçait aussi plus vite. Elle tolérait moins les imprécisions, les silences évités, les caresses mécaniques. Et il comprit que c'était cela, aimer Élise, accepter que l'amour ne soit pas un cocon, mais un miroir. Un soir, elle le fixa longtemps alors qu'il rangeait ses tirages sur la table. « Tu te caches derrière ton calme, dit-elle. Tu sais bien regarder. Mais ce que tu sais être vu ?» Il ne répondit pas tout de suite. Elle avait raison et il le savait. J'ai passé ma vie à observer. C'est comme ça que je respire. Mais être regardé, c'est différent. Elle s'approcha, très près. Tu n'as pas besoin de me comprendre tout le temps. Mais j'ai besoin que tu sois vrai, même dans tes failles. Surtout dans tes failles. Ce fut le début d'une période plus âpre, non pas douloureuse, mais dérangeante. Elle le confrontait, surtout, sur ses automatismes, sur ses silences, sur ses esquives tendres. Elle ne le blessait pas, elle l'ouvrait. Et cela, il ne l'avait jamais vécu. Elle lui demanda un jour « Tu m'aimes comment, exactement ?» Il réfléchit, longtemps. Puis, il dit comme on aime un endroit où l'on revient, même quand tout en soi dit qu'on devrait partir. Parce qu'il y a là quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Elle ferma les yeux et murmura alors reste. Même quand ça pique, la vie devenait plus dense, moins parfaite, mais plus réelle. Ils eurent des disputes, d'âmes silence tendu, d'âmes désaccords qui restaient suspendus des heures avant d'être désamorcés par un regard, une main, un simple vient. Un jour, il la trouva en train de relire une de ses anciennes lettres. Elle pleurait, pas bruyamment, pas avec éclat, mais ses larmes la lui firent plus mal que toutes celles qu'elle avait déjà versées. « Je croyais que j'étais guérie, dit-elle. » Il s'agenouilla devant elle. « On ne guérit pas, pas complètement. On apprend juste à vivre avec ce qui saigne encore. » Elle passa les doigts sur sa joue, puis dit, presque dans un souffle « Et toi, tu es guérie de Claire ?» Il ne répondit pas tout de suite. Ce nom, il ne l'avait plus prononcé depuis des semaines. « Je ne crois pas qu'on se guérisse d'un abandon. Mais avec toi, ça ne ressemble plus à une plaie, plutôt à une cicatrice, une mémoire. » Elle hocha la tête. « Alors, on est deux à marcher avec nos fantômes. Tant mieux. Ils se reconnaîtront. » Ce soir-là, ils ne firent pas l'amour. Ils s'endormirent dos à dos. Et pourtant, quelque chose de très fort se passa cette nuit-là. Ils n'avaient pas besoin d'être enlacés pour sentir qu'ils restaient l'un avec l'autre. Le lendemain, elle lui dit « Il y a une vieille maison en Espagne. Un endroit où j'ai été heureuse une fois. J'aimerais y retourner. Avec toi, pas pour fuir,
pour voir ce que devient un souvenir quand on le regarde autrement. Il accepta, sans poser de conditions, parce qu'il savait que l'aimer, c'était accepter, de marcher à ses côtés dans les ruines et les renaissances. Ils partirent un matin de brume douce, traversant la frontière dans un silence complice. Pas de musique, pas de plan, juste un carnet, l'appareil photo d'Adrien, quelques vêtements et une tension légère dans l'air, comme si quelque chose allait se dire bientôt, quelque chose d'important. La maison se trouvait près de Cadaqués, sur une colline qui surplombait la mer. Elle était presque invisible depuis la route, dissimulée derrière des cyprès tordus par le vent. Elle n'était pas abandonnée, mais figée, comme si personne n'avait osé y vivre depuis longtemps. C'est ici que j'ai aimé pour la première fois, dit-elle, ou cru aimer. C'est flou maintenant, mais je sais que je me suis laissé toucher ici, que j'ai voulu appartenir à quelqu'un, et que je me suis perdue. Elle avait les yeux fixés sur la façade blanche. Pas de peur, pas de tristesse, juste cette étrange lucidité qu'elle prenait parfois, comme un calme trop clair. Ils entrèrent. La maison était propre, vide, baignée d'une lumière salée. Les volets battaient doucement. Adrien posa les sacs. Elle s'assit directement sur le sol, les jambes croisées, la tête penchée. Il m'avait dit que j'étais faite pour le sud, que j'étais trop dense pour Paris. Et je l'ai cru. Mais ce n'était pas moi qu'il regardait. C'était l'idée qu'il avait faite de moi. Elle se tourna vers lui. Toi, tu me regardes vraiment. Et c'est plus dur, parce que ça me fait exister. Vraiment. Pas seulement dans ses yeux, mais dans les miens. Adrien ne parla pas. Il la rejoignit sur le sol. Il posa sa main sur la sienne. Ils passèrent la première journée à apprivoiser le lieu. Elle reconnaissait les murs, les odeurs, certains recoins, mais sans émotion, comme si le temps avait tout délesté de sa charge. Adrien, lui, observait et photographiait, non pas le lieu, mais elle. Le soir, ils dînèrent d'olives, de vin rouge, de tomates chaudes. Elle riait plus librement, moins en défense. Tu m'étonnes, dit-elle à un moment. Tu ne réagis jamais comme je m'y attends. Et c'est reposant, c'est troublant aussi. Ils s'embrassèrent dans la cour, entre deux cyprès. Une étreinte, simple, pas urgente, mais chargée d'un désir profond, apaisé, dense. La nuit, elle rêva de cette époque. Il le sut à son souffle, agité, entrecoupé. Au matin, elle ne voulut pas parler, mais elle l'entraîna sur la falaise, juste au-dessus de la mer. Ils s'assirent sur les pierres blanches. Je l'ai attendu ici pendant des heures, une fois. Il n'est jamais venu, et je me suis dit que j'avais dû tout inventer, ce qu'on avait vécu, ce que j'avais ressenti. Mais maintenant que je suis là avec toi, je comprends ce n'était pas faux. C'était juste incomplet. Elle lui tendit un petit carnet qu'elle avait gardé dans son sac. Elle lui demanda de lire à haute voix. Il ouvrit. Les premières lignes étaient tremblantes, comme si elles avaient été écrites à l'époque. Je voudrais savoir rester sans devenir transparente, être là et qu'on me voie sans me posséder, être regardée sans être avalée. Elle le fixait. C'est encore moi, mais je crois que tu m'aides à être là, sans disparaître. Ils restèrent là toute la journée, parlant peu, partageant l'espace, la lumière, le vent. Le soir, ils firent l'amour lentement dans la chambre nue, sans rideau. La mer en arrière-plan, la lune projetant des reflets liquides sur leur peau. Ce n'était pas une scène de cinéma. C'était une offrande, une manière de dire « je ne fuis plus ». Je choisis d'être là. Après, elle resta allongée contre lui, le cœur encore battant. Je crois que je peux aimer sans me dissoudre. Grâce à toi. Il lui répondit sans parler. Il posa sa main sur son dos, la caressant lentement, du bout des doigts, comme on suit une ligne d'écriture sur une peau con. C'est précieuse. Le lendemain, avant de quitter la maison, elle laissa une lettre sous une pierre dans la cour. Adrien n'en lut pas le contenu, mais elle lui dit « ce n'était pas pour lui, ni pour moi. C'était pour la version de moi que j'avais laissée ici, pour la remercier d'avoir tenu bon. » Ils partirent sans se retourner. Et sur la route, elle lui dit « Je ne suis plus un passage, je suis un lieu, et tu peux y revenir, autant que tu veux. » La maison n'avait pas changé en leur absence, mais leur regard, lui, s'était modifié. Chaque pièce semblait à la fois plus claire et plus nue, comme si l'air lui-même portait désormais leur histoire.
Ils avaient ramené peu de choses d'Espagne, à peine quelques photos, 2 carnets griffonnés, un coquillage qu'elle avait trouvé sur la plage et qu'elle déposait parfois dans sa paume comme une preuve qu'elle n'avait pas rêvé. Les premiers jours furent doux, simples, ils reprenaient leurs repères, mais différemment. Elle parlait plus. Il osait plus souvent dire ce qu'il ressentait. Il y avait entre eux une forme de lenteur choisie, de densité tranquille. Ils se touchaient. Moins souvent, mais avec plus de poids. Comme si chaque geste devait porter la mémoire de ceux d'avant et celle de tous les lendemains à venir. Et pourtant, quelque chose résistait. Non pas entre eux, mais autour d'eux. L'extérieur. Un appel manqué d'un ami. Une exposition qu'on lui proposait à Paris. Un mail de son ancienne éditrice. La vie recommençait à les frôler. Et avec elle, le risque de fracture. Un soir, alors qu'elle rangeait des affaires dans le grenier, il la vit s'arrêter, fixant un carton fermé qu'elle ne toucha pas. Il monta les marches et s'approcha. « C'est ses affaires à elle, dit-elle. Sans détour. Claire, je le sais. Je l'ai toujours su. Tu ne m'as jamais menti. Mais tu n'as jamais tout ouvert non plus. » Adrien sentit sa gorge se nouer. « Je n'ai pas su quoi en faire, murmura-t-il. Je pensais que le passé devait rester. Là-haut. Inerte. » Elle le regarda longuement. Mais il n'est jamais inerte. Il vit dans les gestes qu'on évite, dans les silences qu'on meuble, dans ce qu'on ne dit pas. Elle ouvrit le carton. Un pull, une photo, un carnet. Rien de scandaleux, juste des traces. D'âme reste d'amour. Je ne suis pas jalouse d'elle. Dit Élise. Je suis jalouse du fait que tu n'aies jamais su comment en parler. Il baissa les yeux. Tu veux que je les jette? Elle secoua la tête. Non. Je veux juste que tu me dises ce qu'ils t'ont fait garder, et ce que tu peux, maintenant, laisser partir. Ce fut une nuit lente, inconfortable, mais essentielle. Il parla, pour de vrai. Il dit ce qu'il avait aimé, ce qu'il avait raté, ce qu'il regrettait, et ce qu'il craignait de reproduire. Elle écouta. Elle ne sauva rien. Elle ne jugea pas. Elle resta. Le lendemain, ils descendirent le carton ensemble, et décidèrent de ne pas le jeter, mais de l'enterrer derrière le vieux figuier, pas comme une fuite, comme un rituel. Tu vois, dit-elle, les mains pleines de terre, c'est ça, vivre. C'est ne pas choisir entre aimer à nouveau et honorer ce qui a été. C'est marcher. Avec tout, même les ombres. À partir de ce jour, quelque chose devint plus stable, plus silencieux aussi, moins romanesque peut-être, mais plus vrai. Ils allaient au village ensemble, préparaient du pain, repeignaient les volets. Elle envoyait ses textes à une revue indépendante. Il acceptait une commande de portrait à Marseille. Ils recommençaient à être 2 personnes, pas juste 2 solitudes compatibles. Parfois, cela les effrayait. Et si ça devenait tiède? Demanda-t-elle un soir, allongée sur le tapis du salon, une couverture sur les épaules. Alors on changera le feu de place, répondit-il. Elle sourit. Promets-moi de me dire quand tu ne me verras plus vraiment, quand je deviendrai une habitude. Et toi? Demanda-t-il. Tu me le promets aussi? Elle tendit la main. Il la prit. Je te le jure, même si ça fait mal, même si ça fout tout en l'air. Je préférerai toujours la vérité au confort. Ils s'embrassèrent comme la première fois, mais sans urgence, avec une certitude. Ils n'étaient plus 2 êtres qui se cherchaient. Ils étaient 2 êtres qui s'étaient trouvés, et qui avaient décidé de rester. L'hiver arriva sans prévenir, pas avec violence, mais avec cette lenteur sourde qui fait se retirer les couleurs du paysage. Le jardin perdit ses fleurs, le vent devenait plus sec. La maison, elle, résistait, plus vivante que jamais, chargée. 2. Adrien travaillait sur une exposition. Ses photos d'Élise, pas celles volées au début, mais celles qu'elle avait acceptées, offertes occupaient une place centrale. Il hésita à les montrer. Elle le savait. Et un matin, en déposant son café devant lui, elle dit « Montre-les. Elles ne sont pas de moi. Elles sont de nous. » Il la regarda longuement. Il ne répondit pas, mais ce fut sa manière à elle de lui dire « Je suis là », même dans le regard des autres. Elle, de son côté, avait terminé un manuscrit, un mélange de fragments, de souvenirs, de poésie. Un éditeur indépendant avait accepté de le publier, mais elle avait imposé une condition. Pas de biographie, pas de photos, rien qui l'enferme. Juste le texte, nu. Elle n'écrivait plus pour disparaître.
Elle écrivait pour exister. Un soir, au coin du feu, elle lui demanda: Tu crois que c'est fini, maintenant? Le chaos? Le désir? Il lui répondit: Je crois que le chaos est devenu autre chose. Une racine, pas une menace. Et le désir est là, moins bruyant, mais plus vaste. Elle hocha la tête. Il ne faisait plus l'amour comme avant. Ce n'était ni une baisse, ni une fatigue. C'était une autre forme d'intensité, plus silencieuse, plus profonde. Une intimité qu'on ne dit pas toujours avec le corps, mais avec le regard, avec l'espace qu'on laisse à l'autre, avec les silences qu'on interrompt plus. Mais la vie, parfois, décide de frapper là où l'on croit enfin avoir trouvé la paix. Un matin, elle reçut une lettre venue de Berlin, une ancienne amie, une voix du passé qu'elle croyait effacée. Il n'y avait pas de menace, pas de reproche, juste une invitation, une exposition, un hommage à sa sœur. Elle resta longtemps, la lettre entre les mains, puis lui dit: Je dois y aller, pas pour fuir, pas pour te quitter, pour boucler une boucle, pour dire que je ne me cache plus. Il la regarda, sans colère, sans peur. Je t'attendrai ici, sans date, sans exigence. Tu sais revenir. Elle ferma les yeux. Il la serra contre lui, fort. Elle partit 2 jours plus tard avec un sac léger, un carnet, 2 photos d'eux. Elle l'embrassa longuement dans l'embrasure de la porte. Je reviendrai, pas comme une promesse, comme une évidence. Il la regarda s'éloigner. Il ne pleura pas. Il savait. Elle revint, 3 semaines plus tard, sans prévenir. Elle entra dans la maison comme si elle n'était jamais partie, déposa son sac, retira ses chaussures, le trouva dans le jardin. Elle n'avait pas besoin de parler. Il n'avait pas besoin de questionner. Elle s'assit contre lui, ferma les yeux. Je suis restée entière, là-bas, et je reviens, plus libre. Ils restèrent ainsi jusqu'à la tombée du jour. Le vent avait changé, mais eux étaient là. Ils n'étaient plus 2 âmes à guérir. Ils étaient 2 êtres qui avaient choisi de vivre ensemble sans se posséder, sans se perdre, avec leur silence, avec leurs cicatrices, avec ce feu calme qu'on n'allume qu'une fois dans la vie, et qui ne s'éteint plus. Scène post-crédit. Ce que la terre ne dit pas, la lumière était différente, ce jour-là, plus froide, plus pâle. Adrien avait allumé un feu, bien que l'hiver n'ait pas encore vraiment mordu. La maison était vide, mais pleine. Une de ces présences invisibles qu'on ne nomme pas mais qu'on ressent, comme une tension légère au fond de la nuque. Cela faisait 8 jours qu'Élise était partie pour Berlin. Elle avait promis de revenir. Pas bientôt, pas vite. Juste: je reviendrai. Une phrase prononcée sans trembler, sans détourner les yeux. Et pourtant, il commençait à sentir cette vieille peur ronger les bords de sa confiance. Il avait continué ses jours comme avant. Café à l'aube, balade dans les collines, quelques tirages photos, et chaque soir, un regard vers la fenêtre. Rien. Ce matin-là, en rangeant la bibliothèque, il tomba sur un carnet noir qu'elle avait laissé. Non pas l'un de ceux qu'elle écrivait en secret, mais un petit carnet à couverture rigide, presque vide, glissé entre 2 romans. Il l'ouvrit au hasard. Dame, page blanche. Puis, vers la fin, une écriture fine, rapide, presque nerveuse. Si un jour je ne reviens pas, regarde sous le figuier. Il resta figé, comme si chaque mot s'était inscrit directement dans sa poitrine. Il relut la phrase 3 fois. La main tremblait légèrement, mais il se força à ne pas imaginer le pire. Il sortit. Le figuier, derrière la maison, avait commencé à perdre ses feuilles. Le vent faisait bruire les branches comme des murmures dans une pièce vide. Il s'agenouilla, creusa lentement avec les mains d'abord, puis avec une petite pelle de jardin. Après quelques minutes, il sentit quelque chose. Un tissu, une boîte métallique enveloppée dans un foulard qu'il reconnut immédiatement, celui qu'elle portait la première fois qu'elle avait dormi là. Il la sortit doucement, ouvrit. À l'intérieur, une photo d'eux, prise à Cadaqués. Une lettre pliée en 4, un enregistrement audio sur une vieille clé USB. Il ne toucha à rien tout de suite. Il resta là, accroupi, la boîte sur les genoux, le souffle court. De retour dans la maison, il s'assit dans son atelier, ferma la porte, alluma une seule lampe. Il lut la lettre. Si tu lis ça, c'est que j'ai douté, pas de toi.
de moi, de ma capacité à rester, à respirer dans un endroit sans mur, sans mensonge. Ce n'est pas une fuite, c'est une vérification, une façon de me confronter à celle que j'étais, celle que tu n'as pas connue, mais que tu as acceptée malgré tout. Si je ne reviens pas, ne crois pas que c'est parce que je ne t'aime pas. C'est peut-être parce que je t'aime trop pour risquer de te contaminer avec mes vieux mécanismes. Mais si je reviens, alors garde cette boîte fermée. Elle est le poids que je ne veux plus porter. Elle est la preuve que j'ai décidé de vivre autrement. Il ferma les yeux, puis il inséra la clé dans son ordinateur. L'enregistrement s'ouvrit aussitôt. Sa voix nette, posée, presque calme. Adrien. Je suis en train d'enregistrer ça depuis une chambre d'hôtel impersonnelle, dans une ville où chaque rue me ressemble. Trop droite ou trop fuyante. Je ne sais pas encore si je reviendrai, mais je voulais te dire, merci de m'avoir touché, sans me prendre. Tu m'as regardé sans me réduire. Tu m'as aimé sans m'avaler. Tu m'as laissé partir sans te refermer. Et rien que pour ça, tu es devenu ma maison. Si je reviens, ce ne sera pas pour réparer quoi que ce soit. Ce sera pour continuer, pour apprendre à exister à côté de toi. Et si je ne reviens pas, alors rappelle-toi que je suis resté un peu dans chaque chose que tu touches doucement, dans l'odeur du figuier, dans le bruit du vent à travers les volets, dans la lumière qui traverse le silence. Silence. Le fichier s'arrêta. Adrien resta longtemps immobile. Puis il éteignit l'ordinateur et sortit. Le vent s'était levé. Le ciel était fendu d'orange et de gris, une lumière de fin de monde ou de commencement. Il leva les yeux. Au loin, sur le chemin, une silhouette, fine, manteau clair, démarche reconnaissable entre toutes. Elle marchait vers lui, pas vite, mais droit. Il ne bougea pas. Le monde, à cet instant, pouvait bien s'effondrer. Il s'en foutait. Elle revenait. Titre de fin, il fallait que je parte. Pour apprendre à rester.